Bonjour à tous, bienvenue au premier cours de Principes d'imagerie biomédicale GBM 8378. Mon nom est Julien Cohen-Haddad. Alors voici un rappel de notre plan de cours général. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre Outils mathématiques et nous allons couvrir les signaux et systèmes. Alors globalement, tous les systèmes d'imagerie médicale que nous allons couvrir pendant cette session tentent de modéliser la mesure afin de reconstruire une image. Mesure correspond à la sortie, ce qui nous intéresse, c'est l'entrée, c'est-à-dire ce qui correspond au patient imagé. La compréhension de l'imagerie biomédicale passe par l'étude des systèmes linéaires et des réponses observées à des sources ponctuelles. Pour pouvoir bien comprendre les systèmes d'imagerie, il faut partir de la base et de ce qu'est un signal. Alors supposons un signal continu à deux variables, défini sur l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. En général, ce signal peut être représenté par une image 2D, par exemple z égale f de xy, où z correspond typiquement à l'intensité du signal mesuré. Pendant ce cours, on formalisera principalement le signal 1D et 2D par simplicité, mais les résultats sont généralisables à la troisième dimension également. Pour étudier les signaux, on définit la fonction delta de Dirac, aussi appelée fonction impulsionnelle. Une dimension, elle est définie comme suit. Elle vaut plus l'infini en x égale 0 et elle vaut 0 partout ailleurs. Alors, il est à noter que la fonction de Dirac n'est pas une fonction au sens propre, mais juste un point. Une propriété importante de la fonction de Dirac est que son R vaut 1. Alors à quoi va nous servir cette fonction de Dirac ? Vous voyez qu'on a introduit une fonction continue en haut, mais lorsqu'on fait de l'imagerie, on observe souvent des pixels, donc une fonction discrète. Et bien cette fonction discrète sera formalisée grâce à la fonction de Dirac. Donc, en d'autres termes, la fonction de Dirac va nous permettre de formaliser l'échantillonnage d'un signal continu. Par exemple, en intégrant f multiplié par la fonction Dirac, ça nous donne la valeur de f au point 0. Ça, c'est une propriété importante dont il faudra se rappeler. Voici quelques propriétés de la fonction impulsionnelle. En notation complexe, on écrit la fonction de Dirac comme suit. En 2D, voici la formulation. La propriété de translation est importante. De cette propriété, on retrouve la propriété de l'acétate précédente, l'intégrale de Dirac fois f de x qui donne f0. Dilatation est également importante, et la parité, que l'on peut retrouver à partir de la propriété de dilatation en remplaçant simplement a et b par moins 1. Alors nous avons vu l'impulsion ponctuelle, on peut aussi définir l'impulsion linéaire. Donc au lieu d'un point, on a une droite qui est définie comme suit dans le repère euclidien. Delta de x cos θ plus y sin θ moins L. L'impulsion linéaire peut parfois être utile pour calibrer un instrument médical. Par exemple, pour les systèmes optiques, vous allez avoir une série de lignes qui seront imagées par le microscope et l'idée ce sera de minimiser le plus possible l'effet de flou. Les signaux qui sont mesurés sont en général numérisés et pris à des positions discrètes. Donc pour pouvoir obtenir une image, il faut échantillonner le signal en entrée du système. L'échantillonnage peut être décrit par une fonction de peigne de Dirac qui est définie comme la somme de plusieurs fonctions Dirac espacées de delta x. Delta x étant la période d'échantillonnage. On peut également définir l'échantillonnage en deux dimensions avec les variables delta x et delta y. Le peigne de Dirac est très important dans la théorie de l'échantillonnage et on verra son implication plus loin. Nous allons maintenant définir une autre fonction importante, la fonction rect, qui permet de définir un intervalle. Cette fonction vaut 1 entre moins 0,5 et 0,5 et 0 ailleurs.
Voici sa définition en 2D. Alors, que vaut l'aire de la fonction rect? Faites pause sur la vidéo et réfléchissez. L'aire vaut 1. Que vaut la transformée de Fourier d'une fonction recte? La transformée de Fourier d'une fonction recte, c'est une fonction sinc, au sinus cardinal. Qu'est-ce qu'une fonction sinus cardinal? Ça ressemble à ça. C'est un sinus atténué, okay, en pi fois x. Donc décroît à mesure que l'on s'éloigne de son centre de symétrie. Voici sa définition en une dimension et deux dimensions. Alors, ceux qui ont déjà un petit peu joué avec le traitement de signal, la fonction sinc est notamment utilisée pour les algorithmes d'interpolation. Vous avez peut-être entendu parler de l'interpolation sinc. Eh bien, pour interpoler avec l'algorithme d'interpolation sinc, on va construire une courbe sinc pour chaque point discret. Okay, donc pour chaque point, on aura une courbe sinc. Et puis on va ensuite additionner toutes ces fonctions sinc. Ça permet d'avoir à la fin une interpolation, un signal interpolé plus smooth, plus lisse qu'avec d'autres types d'interpolation comme l'interpolation linéaire ou proche voisin. Alors que vaut l'aire de la fonction sinus cardinal? Faites une pause, réfléchissez. Son aire vaut 1 également. Quelle est la transformée de Fourier de la fonction sinus cardinal? Bien, cette transformée de Fourier est la fonction recte. Alors parlons maintenant du concept de linéarité. Supposons qu'on a un système d'imagerie. Ce système est linéaire si et seulement si sa réponse à une combinaison linéaire de signaux d'entrée est égale à la même combinaison linéaire des réponses individuelles à chacun des signaux d'entrée. Donc dit plus simplement, avec cette équation, vous voyez que alpha 1 fois f1 de xy plus alpha 2 f2 de xy, si on met ça en entrée du système, et que la sortie nous donne alpha 1 fois la réponse à f1 plus alpha 2 fois la réponse à f2, on a un système linéaire. Okay. Donc si on vous demande un jour de vérifier si un système est linéaire, vous devez finalement tester cette égalité. Alors avoir un système linéaire est très utile car ça nous permet d'utiliser la réponse impulsionnelle d'un système afin d'obtenir sa réponse à un signal arbitraire. Alors, voyons cela en détail dans la prochaine slide. On va définir tout d'abord la réponse à une fonction impulsionnelle. En anglais, on appelle ça le Point Spread Function, ou PSF. La PSF en 2D s'écrit comme suit. On note que la PSF possède 4 dimensions. Donc pour la décrire, nous avons besoin de 4 paramètres. X, xi, y et eta. Maintenant, si notre système est linéaire, on peut écrire la sortie g de xy comme suit. En remplaçant f de xy par la double intégrale de f multipliée par la fonction Dirac, c'est une propriété qu'on a vue précédemment, ça nous permet de faire intervenir la fonction impulsionnelle. Okay. Là, comme S est linéaire, on peut le faire rentrer dans l'intégrale. L'intégrale étant une somme. En appliquant à nouveau la propriété de linéarité, on fait sortir le terme scalaire. Et on se retrouve avec cette expression pour g de xy en fonction de l'entrée f et de la PSF h. Donc ça signifie que pour tout système linéaire S, la réponse est obtenue par cette équation qui est aussi appelée intégrale de superposition. C'est une propriété très puissante car on a juste besoin de connaître la PSF du système afin de connaître la sortie du système à n'importe quel signal d'entrée. En revanche, connaître la PSF n'est pas trivial. Ça nécessite une information analytique qui n'est pas souvent connue. Si on n'a pas cette information analytique, on peut mesurer la PSF. Alors, comment on fait ça? Bien, par exemple, dans le cas d'un microscope, on peut mettre en entrée un signal ponctuel, par exemple un point ou des lignes, comme je vous avais montré tantôt, digitaliser le signal en sortie, qui par exemple va devenir une tâche,
Okay, et puis on quantifie, on digitalise cette tâche et ça nous donne la PSF. Alors regardons maintenant ce qui arrive si un système est à la fois linéaire et invariant par translation. En anglais, Linear and Shift Invariant ou LSI. On va réécrire la sortie GXY du système à l'entrée, f de XY. On remplace pour introduire la fonction impulsionnelle, comme ce qu'on avait fait précédemment. Là, comme on l'a vu précédemment, par linéarité, on peut faire entrer S dans l'intégrale. Et comme le système est invariant par translation, on peut maintenant réécrire que la réponse du système à un Dirac translaté est la PSF translatée. H de x moins xi, y moins eta. Et là, vous reconnaissez tous l'écriture d'une convolution. Donc g de x, y, s'écrit simplement comme la convolution entre l'entrée f de x, y et la PSF, h de x, y. Ce qui est formidable maintenant, c'est que cette PSF ne dépend plus de xi ni de eta. La PSF est réduite à 2 dimensions. Donc elle est beaucoup plus facile à décrire. Alors, considérer qu'un système est LSI nous simplifie beaucoup l'analyse des systèmes. La convolution est une opération facile à implémenter. En général, l'approximation LSI est justifiée en imagerie médicale, sauf évidemment dans certains cas. Alors voici un petit quiz où vous devez vérifier si ces deux systèmes sont LSI. Alors je vous invite à faire ces exercices et puis nous les corrigerons en classe. Parlons maintenant d'un autre concept important, la transformée de Fourier. Alors je pars du principe que vous êtes tous familiers avec la transformée de Fourier. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous documenter sur le sujet. En bas à gauche, vous trouverez un lien YouTube vers une explication intuitive, visuelle, de la transformée de Fourier. Alors dans ce cours, on considérera que la transformée de Fourier est normalisée de la façon suivante. La première ligne correspond à la transformée de Fourier, tandis que la deuxième ligne correspond à la transformée inverse. Vous notez qu'il n'y a pas de terme de normalisation. Dans cette convention, U et V représentent les fréquences angulaires. Donc on a les expressions suivantes. Delta de UV égale à la double intégrale de l'exponentielle de moins 2 pi ux plus vy dx dy. Et de façon similaire, on a également la transformée inverse. Alors les propriétés de la transformée de Fourier incluent la linéarité, la convolution. C'est une propriété importante. Si h égale f convolué à g, alors la transformée de Fourier grand H égale grand F fois grand G. Symétrie. Si f de xy est réel, alors la transformée de Fourier vaut le complexe conjugué. Alors pour rappel, le complexe conjugué d'un nombre complexe a plus bi, c'est a moins bi. Okay. Théorème de Parseval, qui est décrit comme suit. Alors on peut faire l'analogie en physique avec le principe de conservation de l'énergie. Transformée en Z. Donc certains d'entre vous qui ont suivi des cours en automation ont peut-être vu la transformée en Z. En fait, transformée en Z, c'est une généralisation de la transformée de Fourier. Si on écrit Z égale R fois exponentielle de moins I de pi U, transformée de Fourier correspond au cas particulier où on se trouve sur le cercle unitaire, c'est-à-dire avec R qui vaut 1. Transformée en Z est utilisée pour définir la fonction de transfert que l'on va définir ci-après. Fonction de transfert d'un système, c'est la transformée en Z de la réponse impulsionnelle de ce système. Fonction de transfert, aussi appelée réponse fréquentielle. Ici, on va considérer la transformée de Fourier, donc on peut écrire que la fonction de transfert d'un système est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle H. C'est une propriété que l'on peut facilement étendre à 2 dimensions.
Si le système est LSI, on se souvient que l'on peut écrire la réponse du système G comme étant la convolution entre f et la PSF H. Donc on retrouve une propriété très utile, transformée de Fourier de la sortie du système et la multiplication de la transformée de Fourier de l'entrée par la fonction de transfert. Alors pourquoi est-ce une propriété utile ? Bien parce qu'il devient facile de multiplier des systèmes linéaires pour obtenir une réponse globale d'un système à plusieurs étages. Et on a un gain computationnel évident car la multiplication est généralement plus rapide que la convolution. Alors prenons un exemple classique, le filtrage d'une image. La fonction de transfert, h, est définie comme suit. 1 pour racine carrée de u2 plus u carré plus v carré inférieur ou égal à c, et 0 ailleurs. Donc, vous reconnaissez l'équation d'un cercle. Okay. À l'entrée de cette fonction, à l'entrée de ce système, on a une fonction f de xy qui représente l'image d'un cerveau en coupe axiale. Appliquons la transformée de Fourier de cette fonction et on obtient la représentation fréquentielle de f. Donc on note ici grand F de UV. Alors l'origine du repère, ici au milieu, c'est là où se trouvent les fréquences nulles. Okay. Et les hautes fréquences se trouvent en périphérie de cette représentation spectrale. Pour appliquer le filtre à cette image, comme on l'a vu à la slide précédente, quand on est dans le domaine fréquentiel, dans le domaine de Fourier, on peut simplement multiplier notre fonction de transfert, h, avec la transformée de Fourier de notre fonction f. D'accord ? Donc c'est ce qu'on fait ici. C'est comme si on masquait en fait notre spectre f. On se retrouve avec la transformée de Fourier de notre sortie, grand G. Et ensuite, pour obtenir la sortie, eh bien, il n'y a plus qu'à calculer la transformée de Fourier inverse de grand G, et on se retrouve avec petit g de x, y. Alors qu'observe-t-on ? L'image apparaît plus floue. Okay. Donc, de quel type de filtre s'agit-il ? Il s'agit d'un filtre passe-bas, qui laisse passer les basses fréquences, coupe les hautes fréquences. On peut également observer autre chose d'intéressant. Si on regarde bien l'image, on voit la présence de lignes droites concentriques, concentriques qui partent de la périphérie du cerveau et puis qui vont vers l'intérieur. Il s'agit d'un artefact de reconstruction. En fait, le masque appliqué, c'est un disque avec une transition très brusque. Le disque correspond en fait à une fonction recte de D. Et vous vous souvenez ce que donne la transformée de Fourier d'une fonction recte ? Une fonction sinc. Okay. L'image floutée qu'on retrouve ici, tout à droite, inclut de l'information provenant de la fonction sinc. Okay. Ce phénomène est particulièrement visible au niveau des interfaces à fort contraste, comme entre la graisse et l'os. On voit un hypersignal blanc tout en périphérie du cerveau, qui correspond à la graisse, à la peau. Et puis juste derrière, on a l'os qui apparaît en noir. Une forte transition. Et donc c'est comme si on avait convolué l'image avec une fonction sinc. Donc on retrouve des vaguelettes de cette interface, os-graisse dans le cerveau. Alors on appelle ce phénomène un artefact de Gibbs. Et comment mitiger cet artefact ? Eh bien on peut simplement réduire la transition brusque du filtre en appliquant ce qu'on appelle une apodisation. Comme une fenêtre de Hamming ou un filtre gaussien par exemple, qui a pour but d'adoucir cette transition dans la fonction de transfert. Je vous ai mis à disposition le code MATLAB pour générer ces figures et ces filtres, alors je vous invite à jouer un petit peu avec. Une autre fonction qui aura de l'importance lorsqu'on parlera de la reconstruction tomographique est la transformée de Hankel. Elle s'applique pour les systèmes ayant une symétrie circulaire. On peut montrer que la transformée de Fourier, pour ces fonctions symétriques, revient à la transformée de Hankel, qui s'écrit comme suit. Elle fait notamment intervenir la fonction de Bessel du premier type d'ordre 0, qui ressemble un peu à une fonction sinus cardinale. L'intérêt de la transformée de Hankel est qu'on peut décrire une image 2D avec une seule variable, R, qui est la distance au centre du repère cylindrique.
Cette transformée est souvent appelée la transformée Fourier-Bessel en théorie de la diffraction optique. Transformée inverse est identique. Voici un exemple de la transformée de Hankel pour une fonction symétrique circulaire, la même que l'on avait utilisée pour le filtre passe-bas à l'exemple précédent. Lorsqu'on applique la transformée de Hankel, on retrouve la fonction Jinc, J-I-N-C, qui est l'équivalent 2D de la fonction Sinc. On l'appelle parfois sombrero car la courbe ressemble à un chapeau de sombrero. Voici un autre quiz que je vous invite à faire et que nous corrigerons en classe ensemble. Parlons maintenant d'un concept important, l'échantillonnage. Nous l'avons déjà abordé quand on a introduit le peigne de Dirac. Dans cet exemple, on échantillonne la fonction continue f avec un pas d'échantillonnage delta x, delta y. La fréquence d'échantillonnage est donc 1 sur delta x et 1 sur delta y respectivement. Partons de l'expression de la fonction échantillonnée, donc multipliée par un peigne de Dirac. Comme f de x est indépendant de n et m, on peut le sortir de la somme. Pour calculer la transformée de Fourier, on part de la propriété vue précédemment, qui est qu'une multiplication dans le domaine image correspond à une convolution dans le domaine de Fourier. La transformée de Fourier d'un Dirac est un Dirac, et on retrouve ce terme en 1 sur delta x, delta y, dû à la propriété de dilatation. On peut faire entrer le terme grand F de UV dans la somme, puisqu'il ne dépend pas de n et m. On applique la convolution entre grand F et la fonction Dirac. Et là, on remarque quelque chose d'important, c'est que le spectre de f est finalement répliqué tous les m sur delta x, le long de l'axe x, et tous les n sur delta y, le long de l'axe y. Donc on a une réplication du spectre quand on fait la transformée de Fourier d'un signal échantillonné. Alors cette répétition du spectre a un impact sur le choix de la fréquence d'échantillonnage, et cela nous amène au théorème de Nyquist-Shannon. Supposons que le signal à échantillonner a un spectre fini, grand U max et grand V max, le long de U et V respectivement, qui correspond dans le domaine image aux axes X et Y. Comme on l'a vu à la slide précédente, à cause de l'échantillonnage, le spectre est dupliqué et répliqué. D'accord ? Donc quelle contrainte sur la fréquence d'échantillonnage doit-on utiliser pour conserver l'intégrité du signal F ? Alors sur le schéma que vous voyez à gauche, on a une illustration de ce spectre répliqué selon les axes U et V. Donc dans ce cas de figure, U max est suffisamment petit et I sur delta x et 1 sur delta x est suffisamment grand pour ne pas que les deux spectres adjacents se superposent. C'est la même chose le long de l'axe V. Par contre, si on regarde ce cas de figure, la fréquence d'échantillonnage est telle que les spectres se superposent dans la direction de V. Donc pour éviter ce repliement, il faudrait que 1 sur dy soit au moins 2 fois plus grand que Vmax. Et c'est exactement ce que le théorème de Nyquist-Shannon dit. Pour éviter le repliement, il faut échantillonner à une fréquence au moins supérieure à 2 fois Umax et 2 fois Vmax, respectivement selon l'axe U et V. Ok, donc le cours est presque terminé. On va faire un récapitulatif de la matière qui a été couverte aujourd'hui. On a vu ensemble les notions mathématiques de base, fonction impulsionnelle, fonction de Dirac, propriété de translation. En termes d'hypothèse de linéarité et d'invariance, on a vu comment vérifier si un système était linéaire et ou invariant par translation. Il faut pouvoir démontrer ces propriétés-là. On a également vu rapidement la transformée de Fourier. Alors c'est très important, il faut bien saisir, avoir l'intuition de la dualité entre le domaine fréquentiel et le domaine temporel ou spatial, dépendamment du type de modalité avec laquelle vous allez travailler.
Puis on a conclu sur le théorème de Nyquist-Shannon concernant l'échantillonnage. Alors ce qu'on a vu pendant le cours est couvert dans le chapitre 2 du livre de Prince and Links. Puis voici également quelques liens web pertinents que je vous invite à consulter. Pour le prochain cours, j'invite ceux qui ont accès au livre à lire le chapitre 3, ou bien vous pouvez déjà consulter les acétates du prochain cours qui sont mis sur Moodle. Je vous invite également à faire ce petit exercice que l'on corrigera ensemble au prochain cours. Ceci conclut le cours. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et suite au prochain numéro.